Julien. Sol Zanetti, député de Jean Lesage à l'Assemblée nationale. Député de Tachereau, Étienne Grandmont. Député fédéral Beauport-Limoilou, Julie Vignola. Ministre de la Santé et député fédéral de Québec, Jean-Yves Duclos. La boîte à pain, digne partenaire de CKRL, vous présente l'émission Les Matins éphémères. Bonjour à tous, bienvenue aux Matins éphémères, mardi 26 septembre aujourd'hui. Caroline Stephenson au micro pour 2 heures avec vous concernant l'information et puis toutes sortes d'autres sujets, l'information d'actualité, mais aussi internationale avec Georges Goma qui nous présentera un portrait des 11 accords secrets signés avec la France. Georges qui sera avec nous ce matin, donc une chronique fort intéressante, hein? Puis on avait un peu entamé cette discussion-là, les liens entre la France et l'Afrique. Alors, on y reviendra avec Georges à 8 heures. Pudding dream avec baby in Quebec City, in Quebec City. I'm going back home again, living the Pudding dream. Pudding dream is the best thing that ever been. Pudding dream, Pudding dream, Pudding dream, Pudding dream. Bon, je sais pas si c'est la meilleure pièce pour accueillir Georges Goma en studio. Bonjour Georges. Bonjour Caro. Alors c'est Gab Paquette, Poutine Dream. Je sais pas si c'est ton fantasme, une bonne poutine. Non, disons la vérité, c'est pas trop, non. T'es pas le type. Bon, alors laissons ce qui est typiquement québécois pour jeter un regard sur ce qui se passe en Afrique, puisque c'est le sujet de ta chronique depuis maintenant. Notre chronique, Caro. Ah oui, de notre chronique depuis maintenant près de 10 ans, Georges. L'année c'est quand prochaine, même extraordinaire. Et là, dans le contexte où il y a des coups d'État un peu partout en Afrique, on va faire, et plus toi que moi, là, dans ce cas-ci, un tour d'horizon de l'histoire, hein. Mettre tout ça en contexte, c'est bien pour comprendre l'actualité, de jeter un éclairage sur l'histoire, comment tout ça s'articule, parce que ça déteint sur aujourd'hui. Et on va revenir jusqu'à ces accords avec la France, parce que c'est accord secret. Accord secret, oui, voilà. Il faut ajouter J'allais bien dire accord secret avec la France. Alors il faut remonter quoi dans les années 60? Il faut remonter, comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le fond. Là. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, pour la lanterne de nos auditeurs qui nous font le bonheur de nous suivre depuis bientôt 10 ans maintenant, on les remercie en passant. C'est que l'Afrique en ce moment traverse une période de changement géopolitique. On devient aussi des experts de la géopolitique et de la géostratégie, toi et moi, ici, à parler beaucoup de ce qui se passe en ce moment. Ben oui. Bon, alors, donc, c'est depuis les années 60. Alors, les accords secrets entre l'Afrique, les anciens territoires coloniaux sous l'emprise de la France. Il faut le dire de cette manière-là, parce que l'Afrique a fondamentalement été colonisée par 2 grandes puissances coloniales, la France et l'Angleterre. Il y a eu l'Espagne également,
le Cap-Vert vers là-bas, et le Portugal également. Il y avait l'Allemagne aussi, mais l'Allemagne a été renvoyée un peu après la Deuxième Guerre mondiale, la Belgique également. Mais disons que les deux gros joueurs, c'était la France et l'Angleterre. Et ce qu'on retrouve aussi d'ailleurs ici, en Outre-Atlantique aussi, en tant que tel. Alors, donc, les indépendances, c'est une période marquante pour les pays africains. On avait pensé que, d'accord, on est des pays indépendants, on a la toute souveraineté, n'est-ce pas, sur nos pays qu'on va pouvoir gouverner selon notre vision africaine et rentrer en même temps dans le concert des nations. Parce que, évidemment, tous les pays qui ont accédé à l'indépendance sont devenus ipso facto membres des Nations Unies. Ouais. C'est quelque chose de très important. Quand on est membre des Nations Unies, cela veut dire que vous êtes souverain et que vous avez toute la maîtrise, n'est-ce pas, sur votre territoire, sur vos matières premières et ainsi de suite. Et la colonisation, ce n'était pas une balade des Européens en Afrique, non. La colonisation, le holà de la colonisation a été donné à la conférence de Berlin de 1884 à 1885 sous Otto von Bismarck, le chancelier de l'Allemagne à l'époque. Après, et on se comprend très bien, ça c'est très important de dire pour que les gens le comprennent. Le rapport de l'Occident avec l'Afrique qui a commencé pratiquement dans les années 1500-1600, c'était des rapports basés sur l'économie. Donc, il y a le paradigme de l'économie qui commence depuis là. Et qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la traite des nègres. Les Africains sont kidnappés en Afrique et sont emmenés en Amérique pour produire l'économie américaine. Il faut le dire clairement. L'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord. Et ça a duré jusqu'en l'abolition de l'esclavage, car c'est 1800, la deuxième abolition, je vais dire. Ouais. C'est 1848. 1848. Et la conférence de Berlin, c'est 1884, donc quelques 40 ans à peu près. On arrondit à 40 ans. Exactement. Et soit dit en passant, la Révolution française de 1789, on a évoqué, n'est-ce pas, l'arrêt de la colonisation. Non, pas la colonisation, de l'esclavage. 1789 déjà. Mais on a attendu 1848, donc près de 60 ans avant d'acter, n'est-ce pas, la fin de la colonisation. Et quand on arrête l'esclavage, 1884, on commence maintenant un autre rapport avec l'Afrique, toujours basé sur l'économie, c'est-à-dire allons désormais sur place et exploitons le sol africain. On n'exploitera pas l'humain, grosso modo, quand même, mais pas il y aura plus d'esclavage à proprement parler, mais on va exploiter le territoire et par la bande l'humain aussi. Oui, mais l'humain aussi, puisqu'il y a eu, à côté de la traite des nègres, il y a eu, avec la colonisation, le travail forcé. Le travail forcé. Voilà. Au Congo-Brazzaville, le CFCO, le chemin de fer Congo-Océan, a été inauguré en 1934. Et le Congo-Océan a été fabriqué chemin de fer de 500 km à la main. Il n'y avait pas d'outils mécaniques comme on le sait aujourd'hui. Il y a eu des milliers et des milliers de morts dans la construction du chemin de fer Congo-Océan qui transportait les matières qui venaient de partout, du Tchad, du Cameroun, qui prenaient le fleuve Congo jusqu'à Brazzaville, et de Brazzaville, on prenait le train pour aller vers Pointe-Noire, l'ouverture sur la côte. Et c'est là où on envoyait les produits en Occident. Ça, c'est quand même très, très important de savoir. Maintenant, venons aux accords coloniaux. Alors, on arrive, donc, après les 100 ans de la colonisation, on arrive les années 60 pour les indépendances. Mais les indépendances, c'était aussi quand même de la période de la 5e République en France. En France, il y avait quoi? On sortait de la 4e République, qui était une république très instable. En France, on fait pas l'histoire autour de ça, c'est pas l'objet. Mais il faut quand même l'évoquer. Alors, 1958, Charles de Gaulle prend le pouvoir. D'autres disent qu'il a fait un coup d'État, mais enfin, il a pris le pouvoir. On verra. Et on met en place la Constitution de 1958 en France. Et c'est là aussi ce qui se passe en Inde. Les Anglais avaient maille à partir avec l'Inde, avec Indira Gandhi, on connaît toute cette histoire. Les Indiens ont pris leur indépendance. En Algérie, qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie qui a duré près de 8 ans quand même jusqu'en 1962 avec les accords d'Évian.
Mais la guerre d'Algérie, c'était fort. C'est-à-dire que dans la colonisation française, Caro, il y a l'Algérie et le Vietnam qui ont arraché leur indépendance en faisant la guerre à la France. Ouais, c'était plus violent qu'en Inde. Bien sûr, Dien Bien Phu, les gens le savent. Là-bas, au Vietnam, Dien Bien Phu, la débâcle française là-bas, et la débâcle française aussi en Algérie après 8 ans de guerre. Et les accords d'Évian ont été signés en 1962. Alors, quand De Gaulle voit tout cela, les mouvements de décolonisation partout dans le monde, eh ben, il dit, je vous ai compris. Donc, il a anticipé, n'est-ce pas, avec les pays africains, en leur donnant cette indépendance un peu factice comme ça, on peut le dire de cette manière. Théorique en tant que telle. Et puis, mais, attends, la France sait très bien que l'Afrique noire est l'espace géographique où elle tirait le maximum de profit dans l'exploitation. Les compagnies concessionnaires, les gens connaissent bien les compagnies concessionnaires françaises en Afrique. Alors, la France propose désormais, bon d'accord, je vous donne l'indépendance, mais nous allons constituer la communauté. La communauté, Caro. C'est un beau mot. C'est un beau mot, là. La communauté, c'est-à-dire que finalement, on va continuer à coopérer. Là, j'ai pris un article de Jean Touskos, qui est professeur professeur de droit public à l'université de Nice, qui a écrit La normalisation de la coopération bilatérale de la France avec les pays africains francophones. Ça annonce la couleur. Ce qu'il dit là est très, très, très fort. Il le dit, c'est un Français qui dit très bien comment est-ce que l'économie française est dépendante, n'est-ce pas, de l'Afrique, dans l'exploitation qu'on fait de l'Afrique, en dehors de Jacques Chirac aussi. Donc la vidéo circule partout, qui avait dit, en disant aux Français, mais ne pensez pas que l'argent qu'il y a au fond de vos poches vienne de la compétitivité, n'est-ce pas, de vos entreprises. Non. L'argent qu'il y a au fond de vos poches vient de l'exploitation que nous avons fait de l'Afrique depuis des siècles. Ça, c'est Jacques Chirac. L'élément circule beaucoup sur Internet. Jacques Chirac était deux mandats de 7 ans président de la France. Donc, qui est au fait, évidemment, de la nature profonde des rapports entre la France et l'Afrique. Donc, et puis, De Gaulle donne, je vous donne l'indépendance, mais restons dans la communauté. En dehors de la Guinée de Sékou Touré, qui a refusé de rentrer dans la communauté en disant à Charles de Gaulle, clairement, au cours d'un discours où Charles de Gaulle est invité à Conakry, en Guinée, où le président guinéen, Sékou Touré de l'époque, dit, nous préférons la liberté, comment il dit ça, la pauvreté dans la liberté, et plutôt que l'opulence dans l'asservissement. Alors, c'est qu'il y a eu le chic d'agacer alors Charles de Gaulle, et c'est visible quand vous voyez les images. Charles de Gaulle est vraiment fâché devant Sékou Touré alors qu'il a été très très bien reçu en Guinée. Donc ça montre à suffisance que la question est très très sérieuse pour la France, et l'économie de la France est basée. Bon, maintenant venons parce qu'il y en a quand même 11 accords secrets tout de même. Voilà, mais on va les lire rapidement, simplement, et puis on pourra discuter par la suite pour que les gens le comprennent. Quitte à revenir sur les faits. Donc, allons-y directement. Alors, le premier accord secret, c'est que la dette coloniale pour remboursement des bénéfices de la colonisation. C'est-à-dire que l'Afrique aura bénéficié des choses de la colonisation, et que cette dette-là doit être, n'est-ce pas, rendue à la France. Les États nouvellement indépendants doivent rembourser le coût de les infrastructures construites par la France pendant la colonisation. Nous cherchons toujours le détail des coûts, l'évaluation des bénéfices et des conditions de paiement imposées par la France aux pays africains. Et puis, il n'y a pas une date de fin. Ben non. Hein, une dette quand même. Caro, je te dois $100, tu me donnes un échéancier. Qu'à partir de maintenant, ta dette est finie. Ici, pas du tout. Ben non. Bon. Déjà. Le deuxième, voilà. Le deuxième, c'est la confiscation automatique des réserves financières nationales des pays africains. On a parlé du franc CFA, toi et moi, ici. Ouais. Alors, ici, les pays africains doivent déposer leurs réserves financières auprès de la Banque de France. Ainsi, la France garde les réserves financières de 14 pays africains depuis 1961. Le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo, le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale et le Gabon. Alors, allons rapidement, on va pas faire des commentaires, on pourra revenir là-dessus, et on va passer au troisième accord.
secret. Le droit de premier refus sur toute ressource brute ou naturelle découverte dans le pays. Donc la France a la primauté sur toutes les découvertes, c'est-à-dire les États-Unis viennent après, tous les autres viennent après. Ici on dit, la France a le premier droit d'achat des ressources naturelles de la terre de ses ex-colonies. Ce n'est qu'après que la France ait dit « Je ne suis pas intéressé, Caro. Je ne suis pas intéressé que les pays africains sont autorisés à chercher d'autres partenaires. » Tu vois, donc, ils ont pas le monopole, mais ils ont la priorité. La priorité sur tout. Alors, le 4e accord, Caro, c'est la priorité aux intérêts et aux entreprises françaises dans les marchés publics et appels d'offres publics. Alors, ici, dans l'attribution des marchés publics, les entreprises françaises ont la priorité sur l'attribution. Même si les pays africains peuvent obtenir un meilleur rapport qualité-prix ailleurs, c'est la France qui passe d'abord. Alors, le 5e, droit exclusif de fournir des équipements militaires et de former les officiers militaires des colonies. Le rapport, les accords militaires, très important. Et le Mali en ce moment. Et on voit là que c'est ça qui pose problème, là, en quelque sorte. Grâce à un système sophistiqué de bourses, de subventions et les accords de défense attachés au pacte colonial, les Africains doivent envoyer leurs officiers supérieurs en formation en France, aller prendre la culture en France, mais pas ailleurs, même pas aux États-Unis. Vous voyez un peu. Le 6e accord, le droit pour la France de déployer des troupes et d'intervenir militairement dans le pays pour défendre ses intérêts. En vertu de ce qu'on appelle les accords de défense attachés au pacte colonial, la France a le droit d'intervenir militairement dans les pays africains et aussi stationner des troupes en permanence dans les bases, installations militaires entièrement gérées par les Français. Le 7e accord secret, Caro, c'est l'obligation de faire du français la langue officielle du pays et la langue pour l'éducation. Ça veut dire qu'une organisation de la langue française et de la diffusion de la culture française a même été créée, la francophonie, on la connaît très bien, quels gens étaient même la patronne. Là, c'est une Rwandaise qui... Voilà, maintenant c'est une Rwandaise qui a choisi, le Rwanda qui à l'époque a choisi de sortir du français. Ils ont pris l'anglais. Et malgré tout, Macron a couru. Ah non, d'accord, vous êtes passé à l'anglais, mais quand même, je vous donne la francophonie. Alors, c'est une contradiction incroyable. Quelqu'un qui vous tourne le dos, vous le courez après. Alors, on ne sait pas ce qui se passe en réalité. Alors, le 8e accord, Caro, c'est l'obligation d'utiliser le franc CFA. Le fameux franc CFA. La monnaie. La franc des colonies françaises d'Afrique. Bien que ce système ne soit pas partagé par l'Union européenne, les colonies françaises sont contraintes à utiliser exclusivement le franc CFA et cette monnaie est fabriquée où? À Chamaillères, en France. Et la monnaie franc CFA, chaque fois qu'ils fabriquent une monnaie, un billet, alors, il y a un pourcentage qu'ils recueillent. Mais alors, 14 pays, fournir tous ces 14 pays des billets de banque où la France a toujours, non seulement elle fabrique dans son pays, et le franc CFA qui est fabriqué en France, on peut même pas l'utiliser en France. On peut même pas échanger. Voilà. Donc c'est quand même, sincèrement, mais où étaient ces Africains, ces intellectuels d'accepter un peu des choses comme ça? On va finir, bon, puis on va finir, voilà. La question que je me pose, bien sûr. Alors, le 8e accord secret, Caro, c'est l'obligation d'envoyer en France un bilan annuel et un rapport d'état des réserves. Obligation faite d'envoyer en France, n'est-ce pas, ce bilan-là. C'est-à-dire, pas de rapport, pas d'argent. Si vous n'envoyez pas de rapport, vous n'avez pas d'argent. Le directeur des banques centrales, des ex-colonies présente le dit rapport lors des réunions bimensuelles des ministres des Finances sur les ex-colonies. Ce rapport est ensuite compilé par la Banque de France et le Trésor public français. Le 10e, on va terminer, Caro, on aura le temps de discuter, renoncer à toute alliance militaire avec d'autres pays, sauf autorisation de la France. La France a toujours pignon sur rue, là, tu vois un peu, et tu comprendras très bien pourquoi Macron est en train de devenir fou, là, à l'Élysée, avec ce qui se passe. La plupart de ces pays ont seulement des alliances militaires avec leurs ex-colonisateurs, simplement par le fait que la France leur interdisait toute une alliance militaire. Voilà. Alors, le dernier accord, l'obligation de s'allier
avec la France en cas de guerre ou de crise mondiale. Plus d'1 million de soldats africains combattus pour la défaite des nazis et du fascisme au cours de la Seconde Guerre mondiale. On sait très bien que maintenant Macron s'accroche sur le fait que 13 ou une dizaine de soldats sont morts au Mali tout récemment là, et tout le temps il vient, les Français sont morts pour le Mali, et là, le Mali nous récompense de cette manière-là. Mais combien d'Africains sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale? Pour la France, c'est des milliers et des milliers et des milliers. Et certains qu'on a poussés de revenir en Afrique, au Sénégal notamment, et qui ne revendiquaient que leur dû, puisqu'ils avaient quand même un pécule qu'on leur avait promis. On les a retournés d'abord après la libération, on les a retournés dans leur pays, et tout en sachant, Caro, que l'autre affaire quand même à la libération. Mais oui, le général de Gaulle est très bien placé pour faire des discours lyriques sur les Champs-Élysées, à défiler sur les Champs-Élysées, mais on n'a pas vu les Africains qui ont libéré la France défiler, on les a retournés. Il fallait pas les voir, alors que la libération de la France, ce n'est pas le débarquement de Normandie, fondamentalement, qui est un temps donné, mais la libération de la France, c'est toute la division Leclerc. La division de Leclerc qui est allée prendre des soldats, ce qu'ils appelaient les tirailleurs, dans toute l'Afrique noire et l'Afrique du Nord. Voilà la division Leclerc qui a remonté, arrivé jusqu'en France et libéré la France. Qui est parti par le sud, de la France. Voilà. Alors, oui, alors les accords. On comprend bien que ça graffigne un peu partout, dans cette belle entente-là, mais, et j'y reviens, puis tu l'as évoqué. Pourquoi, du côté africain, avoir signé un tel accord qui est nettement pas à l'avantage de l'Afrique et aucun pays? Pourquoi? Est-ce qu'il y a eu une négociation? Est-ce que ils avaient le couteau sur la tempe, le fusil sur la tempe, en tout cas le couteau dans le ventre, je sais pas, mais alors, qu'est-ce qui a poussé à accepter un tel accord qui est nettement à l'avantage de la France? Caro, c'est dans cette seule direction, là. Oui, mais Caro, on est la période coloniale. La période coloniale, c'est l'administration française qui s'installe dans ces pays africains. Ce qui veut dire qu'il y a la connaissance, il y a la formation des cadres et tout cela pour comprendre des choses. Quel était l'état de l'élite africaine sous la colonisation? Mais non, tout était, c'est des Français qui régentaient tout. Et la formation, bien sûr, il y a quelques gens qui étaient formés. Bon, on voit très bien, en Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, Senghor et tout cela. Il y avait des intellectuels. Mais il faut savoir que, déjà, le caractère à peu près soudain, des indépendances, parce que tout s'est fait presque au même moment en fonction, n'est-ce pas, du contexte international. Ouais. Donc, les Africains, non seulement ils étaient dominés par l'administration coloniale, mais aussi ils étaient tenus, en fait, poussés à accepter presque tout ce que le colon disait. L'indépendance, les gens étaient quand même aussi agités. L'indépendance avait tellement envie. Et puis, il y a tout un puissant qui était là. De Gaulle, c'était un colosse, C'était un sur le plan statural, c'était un colosse déjà par sa présence physique. Ça influençait déjà quelque part. Et puis sa façon d'être, sa façon de parler. Donc, les pays, et puis la fameuse entente, ceux qui sont rentrés dans l'entente, parce que tous les pays sont rentrés dans l'entente. Et quand on parle de l'entente, la communauté plutôt, quand on parle de la communauté, cela veut dire quand même que, écoute, on va être ensemble. Les Africains avaient aussi besoin de se développer. C'est un beau mot, c'est un peu ça. On va collaborer ensemble. Il y a un esprit de coopération. Mais il y a eu la tromperie là-dedans. Il y a eu la tromperie. Parce que, tu te rappelles, tu avais rigolé une fois que je l'avais dit, quand les Français disent, ce qu'on enseignait dans nos écoles en Afrique, c'était nos ancêtres, les Gaulois. Oui. Donc, en Afrique, vous avez affaire à des Noirs, et puis vous leur dites que nos ancêtres des Gaulois, c'est-à-dire vous, les Africains, vous êtes tous noirs, mais vos ancêtres aussi sont des Gaulois. Tu vois un peu la symbolique un peu d'une telle injure, quand même, on peut le dire de cette manière-là. Donc, il faut savoir que les Français, je vais utiliser une expression qu'on utilise beaucoup en Afrique, et le Québécois pourra s'étonner un peu, les Africains ont été couillonnés.
Les Africains ont été couillonnés à travers de ces accords. Ils avaient l'empressement de vouloir avoir cette indépendance. Ils avaient l'influence de la France qui s'exerçait. La France, son influence, c'était quoi? La puissance qu'ils avaient. Il faut reconnaître qu'ils avaient la puissance militaire, la puissance diplomatique, la puissance politique, la puissance économique. Toutes ces choses-là. Là, je vois le temps qui file, Georges, puis il faut qu'on s'arrête. Mais il faut il faut s'arrêter dans 2 minutes, mais parce que j'ai une autre question. Alors là, les accords, au moment où on se parle, on est en 2023, ça fait plus de 40, 60 ans, là. On voit que ça prend le bord un peu. Pas officiellement, il n'y a pas de date d'expiration, mais on comprend bien que ça ne tient plus la route, là. Oui, mais l'auteur dont je t'ai parlé, le professeur Jean Touskos, qui est la normalisation de la coopération bilatérale avec les pays africains. Cette normalisation, en fait, s'est faite au cours il y a eu des retouches quand même, hein. Chaque pays, un peu individuellement, est rentré pour essayer de normaliser un peu cet accord, se retirer un peu, pas se retirer, mais vraiment, l'approche était douce, en fait. On a proposé, en dehors de l'Algérie, évidemment, puisque l'Algérie avait pris des décisions d'acquérir son indépendance, comme je le dis, par la guerre. Et ce qui fait que l'Algérie a été un phare pour certains pays africains aussi. Au Congo-Brazzaville, par exemple, dans les années 76, 75, 76, ce sont les Algériens qui sont venus au Congo pour faire une audit de pétrole, sur le pétrole que Elf exploitait à l'époque. Et comme les Algériens avaient pris leur indépendance, ils avaient formé des cadres dans beaucoup de domaines, donc ils avaient aussi la maîtrise de la science du pétrole. Ils ont dit aux Congolais que vous êtes couillonnés par les Français. Et puis on avait payé 21 milliards au Congo, puisqu'il était bien clair que la France prenait presque gratuitement le pétrole au Congo. Donc il y a des pays qui se sont levés pour essayer de voir avec la France comment on peut aménager tel ou tel accord, mais c'était timide. Mais le changement est donné avec le Mali. Le Mali, avec ce qui se passe en ce moment, le Mali a dénoncé pas mal d'accords. Il a dénoncé, il a pris unilatéralement la décision de... Maintenant, quand le Mali le fait, on l'a dit aussi, c'est pas parce que le Mali est tellement fort sur le plan militaire qu'il va se mesurer à la France, qui est une puissance nucléaire. C'est tout simplement que le Mali, derrière, il y a la Russie. Il y a la Russie qui voilà. Et puis les pays africains, l'enjeu, c'est ça. Et quand on dit, par exemple, que la Russie, écoutez, pourquoi pas? La Russie aussi a besoin d'aller faire son marché en Afrique. Mais maintenant, le problème, ce n'est pas, tu l'avais posé la question la dernière fois, mais écoute, Georges, on va pas partir des bras d'un colon pour aller vers les bras d'un autre. Là, moi, j'avais pris l'expression, on change pas 4,30 sous pour une pièce. Voilà, mais mais c'est pas, mais quand on regarde un peu à la loupe, quand on regarde à la loupe, c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que la Russie, la Chine, l'Inde n'ont pas un passé colonial avec l'Afrique. Non. Non, pas ça. Non, genre, mais là, on pourrait pas, puis on va s'arrêter là parce qu'on pourrait, mais ils ont un peu les mêmes objectifs que la France, c'est-à-dire exploiter le sol et exploiter le pays. Mais le problème, mais Caro, le problème à ce moment-là, c'est qu'on évacue le point de vue africain en tant que tel, parce que c'est comme si l'Afrique est là une entité qu'on va manipuler par-ci. Mais non, l'Afrique aussi a des intellectuels, l'Afrique a des scientifiques. L'Afrique aujourd'hui se lève pour dire à la Russie... Alors l'Afrique à l'Afrique et non pas l'Afrique aux Russes. Non, mais il n'est pas dit que les Africains vont donner leur terre aux Russes, mais les Africains vont rentrer dans les rapports de partenariat avec la Russe aux conditions de l'Afrique. Mais tu penses vraiment? Alors là, on va en jaser une autre fois parce que c'est terminé, mais la Russie et la Chine, ils sèment des graines, mais je pense pas qu'ils vont... Non. Alors tu crois... Les Africains vont se lever pour dire aux Chinois et aux Russes que non. Tant mieux, j'espère. Oui, il faut respecter les Africains aussi, avoir cette capacité, la capacité de penser, de réfléchir par eux-mêmes. C'est-à-dire ce que nous faisons en Afrique, les batailles que nous menons en Afrique, sont d'abord les Africains eux-mêmes. Par tous les moyens, y compris moi qui suis ici, je suis en train de me battre pour l'Afrique. Alors, il faut qu'on se laisse. C'est fascinant. Bon, je suis tout à fait d'accord avec toi. De toutes les façons. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Bon, restez là parce que on va faire une petite pause publicitaire et dans quelques instants, on va parler d'urbanisation. Un Québec urbain en mutation, un livre de Gérard Baudet. Je m'entretiens avec l'auteur qui est urbaniste et c'est un livre, un essai publié aux éditions Multimonde. À tout de suite.